La guerre, au départ, on n'avait pas l'impression que c'était une guerre. C'était tout simplement des terroristes. On ne pouvait pas remettre en cause la présence française en Algérie, c'était impensable. La guerre d'Algérie, il fallait la faire. On ne pouvait pas vivre avec 1 million de personnes qui avaient le pouvoir et 9 millions qui étaient relégués au second rang. C'était pas possible, c'était pas possible. L'Algérie est dans un tournant de l'histoire, car en Algérie, il y a un problème colonial, il y a un problème féodal, il y a un problème politique qui attendent leur solution. Malgré Sétif et sa terrible répression en cette après-guerre, rien n'a vraiment changé en Algérie. Même si certains musulmans, comme Ferhat Abbas, croient toujours en la France et ses promesses d'égalité et de liberté. En 1947, un statut de l'Algérie plutôt libéral est voté par l'Assemblée algérienne. Il soulève bien des espoirs. Vous veillerez, nous veillerons ensemble à une application loyale et libérale de ce statut. Mais pour le parti des grands colons, il y a urgence. Il faut bloquer ce dangereux statut. Alors les autorités françaises vont organiser une élection truquée. Les gros colons, c'est un boulet qu'on traîne, nous les Français d'Algérie, dans notre réputation. Et il est vrai que ces gros colons dont on parle faisaient un lobbying très puissant sur la politique de la France vis-à-vis de l'Algérie. À la réflexion, je crois que ça ne nous a pas fait beaucoup de bien. L'Algérie tout entière a voté. Les premiers, citoyens français et notables musulmans, où les candidats unis par l'idéal républicain et français sont arrivés en tête. Les autres votant pour le second collège, où les partisans de Messali et de Ferhat Abbas ont essuyé un échec. La raison triomphe en Algérie. En vérité, le bourrage des urnes a été massif et systématique dans toute l'Algérie. Toute l'Algérie, dans son ensemble, l'opinion publique, était amertumée. Le trucage des élections, la non-application du statut, tout cela avait accumulé tant d'amertume et de colère que le 1er novembre était à l'horizon. 6 ans avant le début de la guerre d'Algérie, Ferhat Abbas tire alors la sonnette d'alarme. Lui qui croyait encore en la France et ses promesses se sont trahis. Au même moment, constatant l'impasse des réformistes, les jeunes du parti de Messali, le rival de Ferhat Abbas, créent une branche clandestine, l'organisation spéciale. Ils se décident à agir plus efficacement que les anciens. Et de 1947 à 1954, cette organisation spéciale va tisser sa toile. Parmi eux, on retrouve Ahmed Ben Bella, revenu de la guerre décoré par De Gaulle et déterminé à agir. Et un jeune intellectuel kabyle de bonne famille, aussi Naït Ahmed. Ils ruent dans les brancards, veulent passer à l'action tout de suite. Mais pour cela, il faut des armes, il faut de l'argent. Haït Ahmed et Ben Bella ont l'idée en 1949 d'un audacieux hold-up à la poste d'Oran. La police française croit d'abord à un coup de Pierrot le Fou, ce criminel dont les exploits défraient alors la chronique en métropole. Quelques mois plus tard, Ben Bella est arrêté à Alger et condamné au terme d'un spectaculaire procès à 8 ans de détention. À Oran, le verdict provoque des grèves et des manifestations devant le tribunal. L'organisation spéciale est désignée. Ses chefs sont pourchassés. Aussi Daït Ahmed, condamné à mort par contumace. Ben Bella, lui, s'évade de prison en 52 et réussit à le rejoindre au Caire. Le Caire. La ville est en effervescence. Un groupe de jeunes officiers vient de renverser le vieux roi Farouk. Parmi eux, un colonel ambitieux, Gamal Abdel Nasser. Il rêve encore plus grand, à une révolution panarabe. Pour Ben Bella, Nasser est un modèle. Mais quand Ben Bella demande à Nasser des armes et de l'argent, celui-ci, rusé, lui répond « Fais la révolution d'abord, l'aide viendra ensuite ».
Je porte un grand souvenir pour Nasser, qui a été extrêmement solidaire avec nous. Il n'y a eu rien qui ne soit fait pour la révolution jeunesse, autre que Nasser. Ça, je peux en témoigner, puisque c'est moi qui en ai été chargé. De son côté, Messali, le vieux chef, en détention depuis tant d'années, et cette fois en France, répugne à faire couler le sang. Et il est contesté, dans son propre parti, par une droite qui s'embourgeoise et cette jeunesse de l'organisation spéciale qui trépigne de lancer l'insurrection. C'était des luttes fratricides qui dégoûtaient les gens. Et on oubliait l'essentiel, c'est-à-dire la lutte anticolonialiste. Alors même qu'ailleurs, il y avait des choses qui nous poussaient à l'action. Indochine, le 7 mai 1954. Dans la cuvette de Dien Bien Phu, l'Empire français vacille. La deuxième armée du monde se rend. 11 000 soldats français sont faits prisonniers. 8 000 ne reviendront jamais. La terrible et humiliante défaite de l'armée française, après 7 ans d'une guerre contre le Viet Minh, montre au monde entier, et surtout aux nationalistes algériens, qu'elle n'est pas invincible. Dans cette société algérienne à moitié endormie, Dien Bien Phu sonnait comme un coup de tonnerre, un coup de canon. Et il y avait aussi la pression nationaliste en Tunisie et au Maroc se faisait très forte. Il y avait quand même des manifestations, de grosses manifestations à Casablanca, des grosses manifestations à Tunis pour l'indépendance. Pour les jeunes dissidents comme Ben Bella et ses amis, Dien Bien Phu est un déclic. Il faut passer à l'action, sans tarder, comme en Indochine. Une date est choisie pour l'insurrection générale, ce sera le 1er novembre, le jour de la Toussaint. Nous avions 400 armes, ça ne va pas chercher loin. Cet armement n'a pas pu être distribué partout. Il a fallu donc sacrifier des régions. Il fallait donc songer à tout de suite régler ce problème, et ce n'était pas facile. Parce que nous n'avions qu'une source d'approvisionnement, c'était l'Égypte. L'échéance du 1er novembre approche. Les réunions clandestines se multiplient dans la Casbah. Le plus jeune d'entre eux s'impatiente. Mourad Didouche lance « Il faut allumer la mèche ». Un comité des 9 est établi et bientôt le nom de l'organisation est choisi. FLN, Front de Libération Nationale. Parmi les fondateurs, excepté Ben Bella et Haït Ahmed, qui sont au Caire, il y a Didouche Mourad, évadé, clandestin. Larbi Ben Midi, théoricien de la Révolution. Rabat Bitatl, condamné à mort, clandestin. Mostafa Ben Boulaïd, emprisonné en 1950, libéré. Mohamed Boudiaf, condamné en 1950, clandestin. Krim Belkacem, fils de Caïd, ancien caporal, condamné à mort en 1950, tient le maquis depuis 7 ans. Avant de se quitter, après l'ultime réunion du 24 octobre, les 6 hommes décident de se photographier pour garder un souvenir de cette heure historique, chez un petit photographe de l'avenue de la Marne à Bab el-Oued. Chacun d'entre eux conserve une épreuve du cliché. Ils se séparent et ne se reverront plus jamais ensemble. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fatigué. L'insouciance est de mise en cet automne 1954. Comme en métropole, on commence à profiter de l'après-guerre et de la société de consommation. C'est l'invention de la jeunesse. Et malgré cette société à deux vitesses, les Européens d'Algérie croient au futur, au bonheur et au maintien du statut colonial. On vivait comme des lézards au soleil, quoi. Des lézards très heureux. On vivait dans une insouciance incroyable, incroyable. Nous étions très heureux. Les sorties tous les dimanches à la plage, la joie de vivre, avec très peu de moyens financiers. Chez moi, on ne parlait pas de politique. On ne pensait qu'aux sorties qu'on allait faire le dimanche, ou à la partie de pêche qu'on allait faire aussi les dimanches matins avec la pêche. Nous étions très ingénus.
Et dans la nuit du 31 octobre 1954, tout va basculer. La nuit est douce et les villes vivent à l'espagnol. Qui se préoccupe d'autre chose que de surprise parties, de la dernière coiffure de Sophia Loren ou du dernier match du Racing universitaire d'Alger? Peur troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. 30 attentats simultanés sont perpétrés. Les violences les plus importantes se situent à l'est de l'Algérie, dans le département de Constantine et dans les Aurès, le foyer de la rébellion. On était avec mes parents à Boussaada, c'est une oasis pas très loin d'Alger où les Algérois allaient faire du désert. Et mon père a reçu un coup de téléphone de son oncle, qui était au gouvernement général, et qui lui a dit qu'il était temps de rentrer. Je ne comprenais pas très bien pourquoi il fallait rentrer si vite. Mais j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose de grave, de très grave. La Kabylie aussi est touchée, avec un bilan lourd. Des attaques de casernes et de gendarmerie ont permis de récupérer des armes. Cela semblait être l'objectif des conjurés. Nous avons choisi le 1er novembre. C'était parce que nous devions attaquer des objectifs militaires et ce jour-là, on accordait une permission à certains militaires et comme nous devions attaquer ces casernes, nous avons choisi ce moment pour avoir le maximum de surprises et le maximum de réussite dans nos actions. Au soir du 1er novembre, les enquêteurs constatent les dégâts, mais aussi les ratés. Certaines bombes ont été défectueuses. À Oran, l'attaque de la caserne a raté. À Alger, les commandos ont fait défection. D'abord, nous ne sommes pas anti-français. On voulait faire un choc psychologique à la population française et lui dire, écoutez, on en a assez. Ou on soit vos égaux et par conséquent, on travaille pour l'Algérie ou alors nous sommes prêts pour l'indépendance comme le Vietnamien, comme les Marocains et comme les Tunisiens. J'étais pas au courant, mais je dis, ils ont raison, mais c'est un drame. J'avais le sentiment que la colonisation ne cédera à rien. J'ai tenté surtout d'arrêter la guerre. Parce que cette guerre, c'était une guerre, à bien des égards, une guerre civile. Les Européens d'Algérie n'étaient pas tellement éloignés de nous. C'était presque nos compatriotes, nos voisins, presque nos amis. Et alors j'étais déchiré en voyant ces tueries. Mais Salih Hadj, l'exilé, lui non plus n'a pas été tenu au courant de cette insurrection. Il ne désavoue pas ses fils rebelles, mais n'appelle pas, lui, à la poursuite de la lutte armée. Il croit encore à la vertu du politique, plus qu'à la stratégie militaire de ce nouveau FLN. J'avais réalisé ce jour-là que nous venions de déclarer la guerre à la France. J'étais bien à la France avec un grand F. Nous, on a déclaré la guerre à la France, c'était terrible. Au début, ces attentats, je vous dis, j'étais assez isolé finalement. Donc on les prenait pas tellement, ils n'étaient pas tellement une menace. Et on pensait que ça allait se terminer grâce à l'armée, grâce à la présence française, que la France allait pouvoir se faire respecter chez elle. Voilà ce qu'on pensait. À l'époque, au tout début, c'était une guerre qui se pratiquait, si on peut dire, dans les campagnes, en dehors des villes. Donc, si vous étiez dans une ville, vous voyiez rien du tout. Vous aviez une vie complètement normale. Le 1er novembre 1954, ma petite bande de communistes, j'étais au Parti communiste depuis l'âge de 14 ans, marxiste-léniniste, et ce 1er novembre, nous avons fait la fête. Ce jour-là, les fusils ont pris le pouvoir, ils ne l'ont pas quitté à ce jour. Et au soir de ce 1er novembre, les attentats sont revendiqués en direct du Caire par ce mystérieux front, le Front de Libération Nationale. Et cette organisation inconnue ne propose rien de moins au gouvernement français que d'ouvrir des négociations.
Paris, c'est les mois. Des départements français ont été attaqués. Le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, réagit fermement. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Mitterrand débarque en Algérie pour reprendre en main la situation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas prêt à négocier. Nous châtierons de manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur des responsables. Et si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi. Le ministre de l'Intérieur, qui était M. François Mitterrand, est venu pour voir quelles étaient les mesures qui avaient été prises, les apprécier, et donner des consignes, justement, pour poursuivre le combat. Et il y a eu des moyens considérables qui ont été mis à notre disposition. Des groupes de parachutistes puissamment équipés attaquent simultanément le pourtour du massif et progressent vers les douars de l'intérieur, dont certains doivent être conquis de haute lutte. Les premières opérations se soldent par quelques blessés et de nombreux prisonniers aussitôt évacués vers Batna et Biskra. Dans les villes, la répression policière, elle aussi, est efficace. 2000 arrestations de militants messalistes, alors que son parti n'est pour rien dans cette insurrection. La direction du FLN est neutralisée en partie. Le Benjamin des fils de la Toussaint, Mourad Didouche, qui voulait allumer la mèche, est tué. Mostafa Ben Boulaïd, chef de la zone des Aurès, est arrêté, ainsi que Rabat Bita, le chef de la zone algéroise. Mais pour Pierre Mendès France, le président du Conseil et son ministre François Mitterrand, la seule répression n'est pas une solution. Mendès France, l'homme de la paix en Indochine et bientôt en Tunisie, va alors présenter un plan de réforme d'une ampleur inégalée pour l'Algérie. Il faut donc faire la paix en Afrique du Nord. Si l'on admet que la protection nécessaire des intérêts français sera mieux assurée par un climat de paix et d'amitié que par des prérogatives de domination toujours contestées et toujours combattues, alors n'apparaît aucune difficulté fondamentale, irréductible, je veux dire, aucune difficulté qui ne puisse céder à la volonté et à la bonne foi. Mais ce plan va mécontenter le puissant lobby colonial. Et le parti des grands colons va donner une leçon à Mendès, à Mitterrand, ses bradeurs d'empire. Et dans la nuit du 5 février 1955, un député radical aux ordres du parti colon d'Alger fait tomber le prometteur gouvernement Mendès France. Monsieur le Président, quelques mots. Je ne cache pas mon émotion, je ne cache pas non plus ma peine. Non pour moi, bien entendu, mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays et que je regrette qu'elle soit maintenant interrompue. Merci, Monsieur le Président. Une fois encore, le parti des grands colons a fait plier Paris. Le même qui avait combattu le projet Blum-Violette et le libéral statut de 1947. Ce sera de nouveau un rendez-vous manqué dans cette histoire.